Les mots, nouvel Eldorado de l'économie mondiale. Yahoo, Google, Microsoft et d'autres sont là pour le prouver. Ces nouveaux seigneurs du cybermarché ont découvert comment faire des mots et de l'information une source inépuisable d'argent. Texte, images, graphiques, photos, musique, tout ce qui peut être numérisé devient une marchandise, un produit commercial. C'est le cybermarché, le nouveau marché de l'information et du savoir, édifié grâce au développement des technologies numériques et des nouveaux médias. Ces seigneurs du cybermarché ont pu développer leurs empires en imposant leur langue, qui leur permet ainsi de maîtriser et contrôler les moyens de communication. La domination des marchés du travail, du savoir, du capital et de la technologie est ainsi totale. Mais plus de la moitié de la population mondiale reste exclue de cette société de l'information. Et cette fracture numérique tend à s'accroître. D'abord, les infrastructures technologiques tardent à se développer, mais le problème principal reste toujours la barrière linguistique. Un véritable cloisonnement de connaissances et d'informations qui empêche ce tiers-monde numérique de circuler dans les médias modernes. Le grand cyber Eldorado à explorer, c'est donc d'incorporer ce tiers-monde numérique dans le cybermarché. Leur donner accès à l'économie mondiale tout en conservant leur richesse culturelle, c'est créer une relation équitable entre les peuples au bénéfice de la paix. C'est le grand défi de demain qui demande des moyens puissants. C'est dans cet esprit qu'est né l'UNL, Universal Networking Language, un véritable système de communication universelle simple et innovant qui brisera ces barrières linguistiques en utilisant les technologies de l'information les plus avancées. Un système qui traduit vers toutes les langues et qui respecte fidèlement le sens des mots dans leur contexte. Déjà, des centaines de chercheurs à travers le monde travaillent à son développement. Et ce système permettra à chaque être humain d'accéder à la connaissance et au savoir des autres sans travestir ni perdre son identité culturelle. Breveté au nom des Nations Unies, l'UNL garantit un accès universel et gratuit au nouvel Eldorado de la société de l'information. Voici une belle image du village global. Tous ces drapeaux représentent les pays qui font partie des Nations Unies. Il y en a 192. Derrière chaque drapeau, il y a le peuple qui font partie de ces pays. Et chaque peuple a ses langues, ses traditions, son savoir, ses valeurs. La question qui se pose ici, à l'intérieur des Nations Unies, c'est de savoir comment est-ce que toutes ces langues différentes, ces traditions, ce peuple représenté par ces drapeaux peuvent se communiquer. C'est ici à Genève que l'Organisation des Nations Unies est née. Il y a 90 ans se réunissaient pour la première fois les délégués du monde entier pour fonder la Société des Nations. Aujourd'hui, les gouvernements de tous les pays se retrouvent chaque année à New York pour leur assemblée générale. Ils y discutent notamment des rapports multilatéraux entre les nations ainsi que des problèmes collectifs d'ordre global. Mais aussi la question de la diversité linguistique et du droit universel à la langue maternelle de chacun. Ici à Genève, ils se réunissent plusieurs fois par année et tentent d'apporter des solutions aux problèmes du monde, santé, commerce international, environnement, droits de l'homme. Les nations qui sont derrière le drapeau qu'on a vu à l'entrée se réunissent ici, dans toutes ces salles qu'il y a dans ce bâtiment. Ce sont des salles pour des réunions techniques, des réunions politiques, pour débattre le grand problème du monde d'aujourd'hui. La question qui se pose est quelle langue parle-t-il? Comment arrive-t-il à se comprendre? La salle du Conseil à Genève, la première à avoir été occupée dans l'histoire des Nations Unies. Aujourd'hui même, les délégués des différents pays sont ici pour discuter de désarmement.
Faute de mieux, ils doivent communiquer dans une des 6 langues officielles des Nations Unies, anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe. Elles ont été choisies parmi les plus internationalisées. Toutes les réunions et tous les documents de travail doivent être formulés dans ces 6 langues. Officiellement, les 6 langues devaient être utilisées. Même le site des Nations Unies, il est dans les 6 langues. Mais bien de fois, le jour de travail, il n'y a pas d'interprètes ou alors pour des raisons financières, ils réduisent la plupart des travaux, des publications à l'anglais et au français. Dans les cabines des interprètes, on doit se concentrer sur ce qui est prononcé dans les 6 langues. À chaque discours du podium ou intervention de l'Assemblée, 5 personnes sont donc chargées d'interpréter ce qui est dit dans les autres langues officielles. I declare open the 1111th plenary meeting of the Conference on Disarmament. La 1111e séance plénière de la conférence de désarmement au début de cette 3e journée. Si un délégué japonais veut prendre la parole, il doit le faire dans une des 6 langues pour se faire comprendre par les interprètes. De même, un Allemand, un Brésilien, un Grec, comme la plupart des peuples qui sont représentés, tous doivent se plier à cet exercice. On peut aisément imaginer que ce système peut alourdir les débats et donner lieu à des erreurs de compréhension. Mais si la question de la communication multilingue se pose à l'intérieur de cette salle, elle se pose aussi plus globalement. Et certaines nations sont plus lourdement confrontées à ce problème. On comprend bien que la discrimination linguistique, elle devient une discrimination économique, sociale. C'est pour cela qu'on peut dire que la moitié du monde est un peu exclue à cause des barrières linguistiques. Exclue dans le monde de la participation du commerce, de la culture, des loisirs, des choses d'un monde qui s'y offre à tout le monde. En effet, plus de la moitié de la population terrestre est encore exclue de la société de l'information et du cybermarché. Au sous-développement économique s'ajoute le sous-développement numérique. C'est le digital divide, l'exclusion numérique. Le fossé entre ceux qui font partie de la société de l'information, de l'économie, de la connaissance et ceux qui n'y sont pas. Cette exclusion touche des milliards d'individus. À l'origine du problème, plusieurs facteurs. Le manque de moyens technologiques, l'infrastructure de communication, le téléphone, l'ordinateur, etc. Et puis, il y a les barrières linguistiques dans la communication. Elles empêchent l'accès à l'information et à la connaissance. On peut le constater au sein des technologies de l'information et de la communication, les TIC. Mais c'est encore plus frappant dans les moteurs de recherche. Vous voyez aujourd'hui le Google ou n'importe quel moteur de recherche des mots, il exploite les mots. Et derrière ce mécanisme, il y a tout un système commercial qui fonctionne. Tout ou presque est certes accessible en anglais. Le choix est grand aussi en français, en espagnol, dans quelques autres langues. Mais il se réduit considérablement en allemand, hindi, chinois, russe, arabe ou portugais. L'échange d'informations et du savoir n'est donc pas encore facilité. Et c'est encore pire pour les peuples des langues africaines, du Moyen-Orient et du Sud-Est asiatique. Leurs informations et leurs savoirs ne sont tout simplement pas accessibles, privant l'humanité de leur patrimoine culturel. Ce processus d'exclusion grandit au fur et à mesure que les moyens deviennent disponibles seulement à une partie de la population. Bien des tensions et des conflits entre les défenseurs de la mondialisation et ceux qui s'y opposent ont leur origine dans cette exclusion numérique. En plus de constituer un mépris de leurs univers culturels, cette exclusion empêche la solidarité dans la lutte contre la pauvreté et dans la préservation de l'écologie planétaire.
C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu les premiers sommets mondiaux de la Société de l'information sous l'égide de l'UIT et de l'UNESCO. Au menu notamment, la question du multilinguisme. Car l'enjeu est bien la gouvernance de l'Internet. Il s'agit de mettre en place l'infrastructure technologique qui garantit l'accès à l'information pour tous. Ces sommets ont renforcé l'ambition collective de l'humanité et ils se sont conclus par un plan d'action mondial pour l'ouverture de l'Internet à toute forme d'expression linguistique. L'UNESCO a reçu des Nations Unies le mandat de promouvoir la diversité linguistique et par la diversité linguistique, préserver la diversité culturelle. L'UNESCO œuvre pour qu'on puisse diffuser le savoir dans le maximum de langues possibles. Pour l'instant, il y en a 6 langues officielles. Mais dans beaucoup de conférences, il y a des pays qui insistent pour qu'on utilise 7e, 8e langue. Par exemple, le Brésil, actuellement, finance l'utilisation de la langue portugaise dans les conférences internationales. Mais chaque langue représente un trésor, un réservoir de sagesse. Une richesse recueillie au long des millénaires. La variété de sons, d'alphabets ou d'idéogrammes décrit des systèmes de connaissances très divers et des mondes culturels fondés sur des valeurs très variées. Cette diversité nous révèle l'âme des peuples. La préserver est aussi important que préserver la diversité biologique. Si on croit à la diversité culturelle ou la culture avec un grand C, la langue, c'est l'essentiel des façons d'exprimer ces cultures. Donc moi je pense, au lieu de faire cette confrontation entre les deux écoles, moi je pense qu'il y a la place pour tous. Il faut que le maximum des gens puissent se communiquer. Donc il y a 2, 3, 4 langues, maintenant on dit 6, que les gens peuvent apprendre en priorité. Mais je pense qu'il faut encourager l'enseignement en langue nationale. L'UNESCO estime qu'il y a 6000 langues, mais pas toutes ont la même facilité de traverser ou de naviguer ou d'être utilisées par l'Internet. L'Union internationale des communications, l'UIT, a été créée au temps de Morse, Bell et Marconi à la suite de l'invention de la radio, le premier moyen de communication de masse. Aujourd'hui, l'UIT fait partie de la grande famille des Nations Unies. Depuis le début, elle est en charge de mettre en place, en partenariat avec le secteur privé, les normes et réglementations des télécommunications dans le monde. Le protocole de chaque langue doit être traduit en code qui est lisible par tous. Nous avons aujourd'hui 1,6 milliard de Chinois qui, quand ils tapent, ils ne peuvent pas taper en chinois le 3W Chine ou quelque chose comme ça. Nous avons 1,2 milliard d'Indiens qui ont 16 langues officielles. Nous avons 15 langues officielles en Afrique du Sud. Nous avons le Swahili qui est parlé par 120 millions d'Africains. Toutes ces langues-là et ces cultures n'ont pas l'occasion de contribuer, comme il se doit, dans cette société de la connaissance dans laquelle nous sommes rentrés. Au cours de ces 15 dernières années, les nouvelles technologies de l'information et communication ont avancé à une vitesse foudroyante. Mais c'est un pouvoir acquis après un siècle d'inventions technologiques révolutionnaires. La radio, le cinéma, la TV, le fax, l'ordinateur. Par la suite, l'expansion des réseaux d'ingénierie, les satellites, le téléphone portable et surtout l'Internet. L'expansion du web a donné naissance à un nouveau monde virtuel. On a commencé à parler alors de société de la connaissance, de Knowledge Society. Le web est né à Genève, au CERN. Ses inventeurs, Tim Berners-Lee et Robert Cailliau, avaient un idéal. Cette volonté de démocratiser l'information et démocratiser surtout l'accès à l'information a toujours été là. It allows anybody to put information up
Soon it will allow even individuals to put information up. In fact, with some content providers you can. So it's provided a level playing field, somewhere where information can be evaluated for its own value. C'était surtout, disons, l'idée originale de mettre à disposition une bibliothèque automatisée. Et donc, en fait, cette possibilité de construire des réservoirs de connaissances, d'informations, de données, et peut-être au plus long terme un peu de sagesse, je ne sais pas. Donc, c'est ces réservoirs qui restent. C'est une chose qui reste, parce que dans une communication, disons, téléphone, radio, etc., il n'y a rien qui reste après. Il y a 4 mots très importants sur la définition de cette société de la connaissance dans laquelle nous sommes rentrés. L'accès, ça parle de l'accès à l'information. La création de... Non, l'accès d'abord, ensuite l'utilisation de l'information. Parce qu'il ne s'agit pas d'accéder à l'information seulement pour briser la fracture numérique, il faut l'utiliser. Et il faut l'utiliser dans sa langue. On peut mieux l'utiliser dans sa langue. Mais en plus de cela, il faut créer de l'information. Parce que quand on a cette opportunité-là, il y a aussi beaucoup de nouvelles informations qui pourront être créées du point de vue du contenu. Et enfin, le partage de l'information. L'information est la seule chose qui, quand elle est partagée, elle devient la connaissance, elle se multiplie. Et ça, c'est puissant. Au cours de l'histoire, il y a eu nombre de tentatives pour vaincre les barrières linguistiques, de la tour de Babel à l'espéranto. Plus récemment, toutes les tentatives d'utiliser la machine pour la traduction automatique. De grands progrès ont été réalisés, mais les résultats sont insatisfaisants. Ils sont limités de langue à langue. Alors ça, c'est un problème qui se projette après du point de vue économique. Les langues qui ont le pouvoir financier de développer les systèmes, ils ont ce bénéfice. Et les autres langues. De la conjonction de cette fracture numérique, linguistique et culturelle, avec le potentiel des nouvelles technologies, la recherche d'une solution à grande échelle et universelle s'impose. Le système UNL, Universal Networking Language, s'affirme comme la solution la plus prometteuse pour briser les barrières linguistiques. Ce système de traduction unique utilise les technologies les plus avancées pour mettre à portée de tous un outil simple et qui permet de communiquer facilement à partir de sa langue d'origine. Basé sur une véritable langue informatique, avec son propre vocabulaire, sa propre grammaire et sa propre sémantique, l'UNL peut représenter tous les concepts humains. Au lieu de simplement traduire les mots, le système UNL replace fidèlement chaque concept dans son contexte. Mais le grand avantage, c'est que l'UNL est un véritable langage pivot au sein des réseaux de communication. Alors qu'habituellement les traductions sont faites d'une langue à une autre, la traduction avec l'UNL peut se faire d'une langue vers toutes les langues qui ont une interface avec le système. Inventé il y a 10 ans à l'Université des Nations Unies à Tokyo par les chercheurs Hiroshi Ushida et Meng Zhu, l'UNL a été breveté au nom des Nations Unies pour garantir la mise à disposition de cette invention révolutionnaire à tous et en tout temps. En 2000, on a créé ici à Genève la fondation qui a hérité alors le droit et les obligations de développer l'UNL des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est la fondation UNDL basée à Genève en Suisse qui développe le système UNL. Dans ces locaux, une équipe de chercheurs, informaticiens et linguistes travaille sur le cœur du réseau UNL. Réparties à travers le monde, plusieurs équipes veillent plus spécifiquement au développement de l'interface entre leur langue naturelle et l'UNL. Ce réseau de centres linguistiques est à la base d'une nouvelle toile à vocation universelle. Mais voyons de plus près comment fonctionne le système UNL. Le processus de traduction se fait en 2 étapes, à l'aide de 2 moteurs, l'encodeur UNL, ENCO, et le décodeur UNL, DECO. La première étape consiste à encoder le contenu d'un document de sa langue originale en langage UNL. Cet encodage est effectué par le moteur ENCO qui fonctionne conjointement avec un dictionnaire
des règles grammaticales et une base de connaissances propre au système. À la sortie, nous disposons d'un document dans sa version UNL. La deuxième étape consiste à décoder le document à partir de sa version UNL dans n'importe quelle langue. Le décodage est effectué par le moteur Deco qui fonctionne conjointement avec le dictionnaire et les règles grammaticales de la langue cible ainsi que la base de connaissances UNL. Au final, le document est disponible dans la langue de son choix. Bien entendu, le processus est instantané. Toutes les ressources servant à l'encodage et au décodage sont stockées sur des serveurs UNL dédiés à chaque langue et connectés au réseau Internet. Ces processus d'encodage et de décodage peuvent être effectués par Internet sur des réseaux locaux, sur un ordinateur individuel ou même bientôt sur un téléphone portable. Des protocoles spécifiques ont été développés pour assurer une interface parfaite entre les langues humaines et l'UNL. Très simple pour les utilisateurs, le système UNL est ouvert à toutes les langues. Il va permettre une révolution de la communication mondiale. Partager la connaissance, respecter l'identité culturelle des peuples et favoriser l'inclusion des plus démunis dans la société de l'information sont quelques-uns des avantages qu'offre l'UNL. Utilisés conjointement avec les nouvelles technologies, tous les futurs deviennent possibles. Une application directe serait son utilisation dans le e-commerce ou la navigation sur Internet. Mais additionné à des systèmes de reconnaissance d'images, on peut imaginer qu'un simple téléphone portable devienne un outil de décryptage pour n'importe quel texte dans notre environnement. Frankfurt Javani Lufthansa Flight 3663 Gate A64 ou pour des conversations téléphoniques entre amis. Durant les catastrophes naturelles, les soins pourront être dispensés beaucoup plus rapidement puisque la coordination entre les différents intervenants sera facilitée. Des étudiants du monde entier pourront suivre des cours de grandes universités depuis leur pays. Good morning, everyone. I'm delighted to welcome you to my course. Même ceux qui sont privés de la vue pourront bénéficier de l'UNL. Par exemple, des textes du monde entier encodés en UNL seront directement disponibles aux malvoyants qui pourront soit les imprimer en braille, soit les lire à travers un clavier d'ordinateur braille. Le système UNL rendra aussi la communication avec les sourds-muets naturelle et facile d'accès. Il leur offrira ainsi une aide dans leur apprentissage et facilitera leur évolution dans un environnement mal adapté à leurs besoins. Surtout, le système UNL additionné aux nouvelles technologies de reconnaissance visuelle permettra aux personnes vivant avec une surdité de communiquer naturellement avec les personnes entendantes. Les bibliothèques à travers le monde numérisent leurs livres. Avec l'UNL, il sera possible de les lire dans n'importe quelle langue. Dans un futur proche, la valeur du système sera démontrée par la traduction d'une partie de l'encyclopédie de l'UNESCO. Véritable réservoir de savoir, cette encyclopédie représente 250 volumes de 1000 pages publiés sur Internet. Cette encyclopédie, pour des raisons pratiques, est en anglais. Et il est absolument impensable que l'UNESCO sorte une publication en une seule langue. Donc ça, personne à l'UNESCO ne signerait pour ça. Donc, d'où l'idée, comment faire pour traduire en 6 langues, 250 volumes de 1000 pages chacune. Donc, si on utilise le taux de traduction d'aujourd'hui, ça fait 13 millions de dollars pour chaque langue. Donc, vous imaginez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. La collaboration entre l'UNESCO et l'UNL s'est donc faite tout naturellement puisque le système UNL permettrait à terme de traduire l'encyclopédie en 6 semaines. Il faut dire que c'est difficile à croire. Quand quelqu'un vous dit avec cette technique, je prends un texte anglais et puis je le convertis à un 0101, le langage universel d'ordinateur, et puis de là-bas, à travers des filtres, on peut lire en 10 langues. C'est ça. Donc, et c'était ma réaction, en fait. Et il y en a beaucoup qui restent sceptiques, évidemment, parce que
on n'a pas montré des chapitres entiers. Et là, on a un défi. On va montrer le 25 chapitres de l'eau. C'est énorme, en fait, en UNL. Et donc, ce sera fait en DVD aussi, pour un plus large accès, comme démonstration de ce tournant historique dans le domaine de l'accès au savoir. Grâce à son architecture, le système UNL permet aussi de créer un réservoir infini de savoir et de sagesse mondiale. Tous les documents encodés en langage UNL sont conservés dans la base de connaissances universelle UNL. Ils sont du coup disponibles dans toutes les langues du monde à l'aide d'un simple clic. C'est un travail à long terme. C'est pour cela qu'on a un réseau énorme de gens qui travaillent. Et on invite tout le monde à participer à toutes les langues, à faire leur partie, pour qu'on puisse réaliser cette dimension totale. Ce système rend à la connaissance son rôle universel. Mettre à la portée de tous les peuples la science et l'ensemble de la culture, c'est donner à chacun les instruments de son évolution vers le bien-être, c'est réduire les inégalités, c'est tracer un chemin vers la paix.